28 août 2006. Quelque part au nord de Las Vegas, dans le comté de Clark, au Nevada, Eddie Detchover, agent de la police du Nevada, patrouille sur l'autoroute I-15. Une belle voiture attire son attention. Une Cadillac Escalade rouge vif. Le véhicule roule à vitesse normale, mais Eddie remarque tout de suite un détail. Le certificat d'immatriculation collé à l'arrière de la voiture est illisible. C'est suffisant pour demander au conducteur de se rabattre. À l'intérieur, 3 personnes. Le chauffeur, un jeune homme, une passagère à l'avant et un homme à l'arrière. Eddie s'approche. Il y a quelque chose d'anormal. L'homme à l'arrière mange sa salade avec une telle nervosité. Ce passager est-il en danger ? Au bout de quelques minutes, après avoir mâché sa salade, l'homme explique qu'ils viennent de passer une nuit à Las Vegas. Le policier jette un œil au coffre. C'est troublant. Il est rempli de valises. On n'utilise pas autant de bagages pour une seule nuit. L'homme, simplement habillé d'un short et d'un t-shirt, se présente sous le nom de John Findlay, avec, en guise de papier d'identité, un ticket de caisse pour des lentilles de contact. Eddie le sent. Il y a quelque chose de pas clair. Il appelle des renforts. Fouille du véhicule. Dans le coffre, les 3 policiers tombent sur une importante somme d'argent. Plus de 50 000 $ en liquide. À l'intérieur des nombreux sacs, des dizaines de téléphones portables, 4 ordinateurs, 2 dispositifs GPS, plusieurs cartes de crédit, 3 perruques, une copie du livre des Mormons et un sac de lettres, tout adressé à Warren Jeffs. Warren Jeffs, c'est ce type qui se fait passer pour Dieu, à la tête d'une secte qui pratique la polygamie. Il est l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis depuis plusieurs mois. Ce serait donc lui sur la banquette arrière ? Contacté par Eddie, le FBI prend le relais. L'homme confirme enfin son identité. Il s'agit bien de Warren Jeffs. Le chauffeur, c'est son frère, Isaac. La passagère, Naomi, l'une de ses épouses préférées. Accusé d'organiser des mariages de filles mineures et d'agressions sexuelles, le prophète de l'église fondamentaliste des Saints des Derniers Jours était en cavale depuis près de 2 ans. L'histoire de l'Église fondamentaliste des Saints des Derniers Jours, la FLDS, commence par une scission. Issue de l'Église mormone, en 1890, la FLDS crée un mouvement parallèle. La raison ? Les Mormons ont officiellement rejeté la polygamie, pratique illégale aux États-Unis. Mais pour les membres de la FLDS, le salut réside justement dans le mariage pluriel. Selon la lecture de l'Ancien Testament, un homme ne peut prétendre au premier palier du paradis seulement s'il a 3 femmes. S'il en a 5, il accède au second palier du royaume des cieux. Et s'il en a 7 ou plus, il atteint le plus haut niveau céleste. Alors, ne pas être polygame, c'est se condamner à l'enfer. Pour continuer de vivre selon leurs préceptes, sans attirer l'attention du gouvernement américain, la FLDS s'installe donc dans un lieu reculé, à Colorado City, une petite ville à cheval entre l'Utah et l'Arizona, anciens États mormons. Caché par le désert et les montagnes rouges, c'est l'endroit idéal. La FLDS a choisi l'Utah, un État qui prône la liberté religieuse. Les membres de la FLDS vivent en vase clos. À Colorado City, personne n'entre. Et peu de gens sortent. C'est une ville dans la ville. Le petit bourg de Short Creek n'est peuplé que de mormons fondamentalistes bloqués à la fin du 19e siècle. Ici,
En plein désert, seulement quelques routes sont goudronnées, mais la majeure partie est encore en terre battue. Des grandes maisons, des femmes en robes longues, des travailleurs et beaucoup d'enfants. L'État ne se mêle pas des affaires de la LFDS. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, dans la limite de la loi. Mais la FLDS ne respecte pas la loi. Depuis la scission de 1890, les membres pratiquent encore la polygamie. Alors, en 1953, les forces de police de l'Arizona et de l'Utah interviennent. Lors d'un raid, 36 hommes de la FLDS sont arrêtés. 86 femmes et 263 enfants sont évacués de Short Creek. Le raid de 1953 est un traumatisme pour toute la communauté. Des familles entières ont été séparées. Ils n'avaient pas le droit. Le gouvernement ne peut pas les empêcher de respecter leurs croyances. Désormais, les membres de la FLDS vont devoir se cacher encore plus, s'isoler pour se protéger. Le monde extérieur leur veut du mal. Le raid de 1953 est un tollé. Les photos des jeunes enfants et de leur mère, les mines défaites, a créé un scandale médiatique. La méfiance générée par cette intervention pousse l'Arizona et l'Utah à fermer les yeux. Poursuivre les membres d'une église qui ne respecte pas la loi est un combat bien trop risqué. C'est dans ce contexte que Warren Jeffs voit le jour, le 3 décembre 1955, à Salt Lake City. Son père, Rulon Jeffs, est un homme important de l'Église. Il connaît par cœur les Saintes Écritures. Dans la maison entourée de murs en béton, les 62 enfants de Rulon ont l'interdiction de rire. Warren est le fils de Marilyn, 4e épouse de son père. C'est un enfant roi, un petit prince. Sa mère l'adore. Et pour cause, le petit Warren a failli mourir à la naissance. Né grandement prématuré, sa mère, son père et les hommes de l'Église ont vu en lui quelqu'un de spécial. Si Dieu avait choisi de le faire vivre malgré sa fragilité, c'est qu'il avait un rôle important à jouer sur Terre. Objectivement, Warren n'a rien de plus que les autres. Il est intelligent, un peu nerd, colérique et manipulateur. À ses 14 ans, son père décide de rassembler toutes ses femmes et enfants dans une seule et même maison. Warren n'aime pas cette proximité imposée. Il n'a qu'une idée en tête, gagner l'affection de son père, se démarquer de ses innombrables frères et sœurs. Warren ne connaît pas bien tous ses frères et sœurs. Il y en a beaucoup trop. Aucune règle quant à la sexualité et l'inceste n'est établie dans la maison. Alors, Warren observe ses sœurs quand elles se changent. C'est un voyeur, un pervers, un agresseur. Comment l'est-il devenu ? Le petit garçon a-t-il été victime d'agression sexuelle ? Impossible à dire. Quoi qu'il en soit, il ne se prive pas pour s'en prendre en toute impunité à ses jeunes sœurs. Son père a toujours fermé les yeux sur ses agissements. Bercé par le livre des Mormons, Warren développe une grande confiance en lui, voire même une surpuissance. Au plus profond de lui-même, il le sait. À part Dieu, le prophète et son père, il n'a de compte à rendre à personne. Sous ses grosses lunettes, ses chemises et ses cravates parfaitement nouées, Warren excelle au lycée. Il est l'un des meilleurs étudiants. Une fois son diplôme obtenu, c'est tout naturellement qu'il est promu au rang de proviseur de l'école de la FLDS à seulement 17 ans. Évidemment, il en profite pour instaurer sa loi dans les salles de classe. Il met en place un programme strictement religieux, interdit les livres qui viennent de l'extérieur, impose un code vestimentaire, particulièrement aux filles, obligées de porter des robes sous lesquelles il glisse souvent la main. Les filles, d'ailleurs, il les façonne, en ne leur apprenant qu'une seule chose. Quoi qu'il se passe, elles doivent respecter la volonté du prophète. Elles ont l'interdiction de parler aux garçons et doivent rester douces et obéissantes. Plus il gagne en pouvoir, plus il peut se montrer violent et agressif. Son école, la Alta Academy, est son terrain de jeu.
En 1979, le proviseur Warren Jeffs fête ses 24 ans et épouse sa première femme, Annette. Ensuite, il enchaîne les mariages et les enfants. Sa maison grouille de bambins. Warren est un bon père, un père impliqué et présent. Il chante des chansons, fait des promenades, des jeux. Mais Warren est aussi un père incestueux. Quand l'une de ses filles a 8 ans, il commence à abuser d'elle, comme il l'a fait avec ses sœurs, comme il l'a fait avec certains élèves de l'Alta Academy. Il ne peut pas s'en empêcher. Il est insatiable. En 1986, Rulon Jeffs, le père de Warren, devient le prophète et le président de la FLDS. Le prophète étant le représentant de Dieu sur terre, Warren est désormais le fils de l'homme le plus important de l'Église. Proviseur, mari, père, Warren a tout ce dont il a toujours rêvé. Tout, sauf le pouvoir. Alors, il se tient proche de son père, l'assiste lors de toutes les réunions de la communauté, note chacun de ses mots. Qui sait, il pourrait être le prochain prophète. Le prophète Rulon serre la vis. Tous les membres de la FLDS, particulièrement les femmes, doivent se montrer gentils. Sourire, quoi qu'il se passe. Sourire et suivre aveuglément les enseignements du prophète. Au fil des ans, toute pensée personnelle est progressivement effacée, sacrifiée au nom de la religion. Le prophète Rulon est tout-puissant. En 1998, il reçoit une révélation. Les Jeux Olympiques d'hiver en 2002, organisés à Salt Lake City, vont détruire la ville, voire le monde. Il faut fuir. Direction Short Creek. Toute la communauté suit. Peu de temps après, Rulon Jeffs fait son premier AVC. Rulon est de plus en plus faible. Son fils préféré, Warren, prend le relais. Désormais, c'est lui qui prend toutes les décisions, au nom de son père. Quiconque se met en travers de sa route est écarté. Rulon n'arrive plus à parler, c'est Warren qui tient les offices. Bon orateur, il prêche les textes sacrés et parle de plus en plus souvent de la fin du monde. Les Jeux Olympiques arrivent. Ils sont le signe de l'Apocalypse. Le monde sera anéanti. Dieu ne sauvera que les plus croyants, les plus fidèles. Pour migrer vers Short Creek, les membres de la FLDS vendent leurs maisons, leurs entreprises et tous leurs biens. Short Creek est éloigné de tout, très difficile d'accès. Grâce à cette migration, les Jeffs sont réunis et isolés dans un seul endroit, la majorité de la communauté. Il est désormais bien plus facile de contrôler les fidèles. En 2002, l'apocalypse annoncée par Rulon et Warren Jeffs n'a pas lieu. Rien ne se passe. Troublée, la communauté réclame des explications. Warren explique « Dieu nous accorde un sursis. Nous devons être encore plus irréprochables. L'emprise est totale. Personne n'ose remettre en question sa parole. » Le 8 septembre 2002, Rulon Jeffs, 92 ans, meurt. Ces 65 femmes, plus ou moins jeunes, toutes en robe blanche, encerclent le cercueil. Plus de 5000 personnes assistent aux funérailles dans la confusion. Sans son prophète, que va devenir la communauté ? Son père mort, Warren s'autoproclame prophète de la FLDS. Personne n'ose s'y opposer. Il prend les pleins pouvoirs, affirmant être la réincarnation de Rulon. L'une de ses premières décisions est d'épouser une vingtaine des femmes de son père. Qu'importe si ça dérange, Warren a tous les droits et compte bien le faire savoir. Il met en place ses propres règles, écarte les hommes puissants de l'Église. Désormais, il règne en maître absolu. À la tête de la FLDS, Warren durcit le ton. Il interdit tout. La radio, la télé, Internet, le cinéma, l'école publique et même la couleur rouge. Toutes les décisions doivent passer par lui, de la plus petite à la plus importante. Il contrôle tout. Mais surtout, il contrôle les mariages.
Warren Jeffs est le nouveau prophète de la FLDS. Avide de pouvoir, il l'exerce sans limite. Après avoir banni la télévision, la radio et la musique et toute forme d'amusement, il s'attaque aux libertés, déjà infimes, des femmes de la communauté. Contraintes de porter de longues robes couleur pastel, elles doivent tresser leurs cheveux et rester gentilles. Réprimer toute forme d'émotion autre que la gentillesse. Obéir aveuglément à leur mari et se plier sans condition à la volonté du prophète. Leur voix n'a aucune place. La communauté s'est ralliée à lui sans la moindre hésitation. C'est tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'on leur a appris. Malléables, façonnés par une foi absolue, ils laissent la religion dicter chaque aspect de leur existence. Pour les membres de la FLDS, Warren est l'incarnation de Dieu sur terre, et nul n'est plus puissant que Dieu. Warren entame une série de réformes de plus en plus strictes. Par peur de la mort, par peur de la damnation éternelle, par peur d'être exclu de la communauté, le troupeau suit son berger. La peur est le levier le plus puissant pour contrôler les esprits. Warren a une aura sans limite. Tout ce qui est différent est effrayant. Raciste, misogyne, violent, Warren diffuse ses idées néfastes pendant de longs prêches. Il incite les membres à craindre l'extérieur et à travailler toujours plus dur dans le seul but d'enrichir son église. À Short Creek, la vie se limite au travail et à la prière. Les hommes qui travaillent à l'extérieur de la communauté, souvent dans le bâtiment, doivent verser 1/10 de leur salaire à la FLDS. Les femmes, chargées de s'occuper des enfants, de la cuisine, de la maison, ne comptent pas leurs heures. Même si lui ne travaille pas, il est richissime. Il ne se prive jamais pour se servir dans les caisses de l'église. Quand il juge le montant insuffisant, il réclame plus. 500 $ par semaine, puis 1000, puis le double. Il est le maître du porte-monnaie. Il se sert et redistribue ce qu'il reste selon les besoins de chacun. En plus de cette dîme, l'église détient l'ensemble du parc immobilier de la ville et contrôle de nombreuses entreprises. Avec une communauté aussi vaste, chaque membre est une ressource exploitable, une main-d'œuvre abondante, quasiment gratuite. Résultat, tous les mois, des millions de dollars affluent dans les caisses de l'église. Warren vit donc paisiblement dans sa grande maison, protégée par de hauts murs avec ses nombreuses femmes. C'est un homme mystérieux, qui ne craint rien mais se protège de tout. Pour sécuriser sa communauté, il met en place la Brigade de Dieu, une sorte de police de la FLDS, et fait installer des caméras de sécurité dans toute la ville. Le gourou a un œil partout, et il adore ça. Il les observe tous, enregistre les conversations. Il sait tout, et il s'en sert pour asseoir encore plus son pouvoir. La police, la vraie, celle de l'État, est majoritairement composée d'hommes de la FLDS. Warren est intouchable, même la police est de son côté. Et il le leur rend bien. Quand un homme de la FLDS fait bien son travail, Warren lui offre une femme. Celui qui a le contrôle des femmes a le pouvoir. Et Warren a plein de femmes à sa disposition, toutes éduquées dans un seul but, se marier. Avant, la FLDS mariait déjà de jeunes filles mineures avec des hommes plus âgés. Mais depuis que Warren est prophète, le nombre de mariages de mineurs a explosé. À partir d'un certain âge, 12 ans environ, les jeunes filles sont considérées comme prêtes à marier et Warren choisit leur mari. Elles n'ont pas leur mot à dire. Le mariage polygame étant interdit dans l'Utah, les cérémonies sont célébrées dans un autre État, au Nevada, dans la ville de Caliente. Au Hot Springs Motel, totalement contrôlé par la FLDS, les jeunes filles se succèdent une à une pour être mariées par Warren.
Des mariages totalement illégaux. Aux yeux de la loi, seule la première femme est reconnue comme épouse. Celles qui suivent n'ont aucun statut, aucun droit. Avec des enfants, elles sont considérées comme des mères célibataires par l'État, qui leur verse une aide financière de plusieurs centaines de dollars par mois. Une allocation que la FLDS s'empresse de détourner au profit des caisses de l'Église. Et puisque ces mariages n'ont aucune valeur légale et n'apparaissent officiellement nulle part, ils sont extrêmement difficiles à prouver. Les femmes victimes de mariages forcés, souvent accompagnées de violences physiques et de viols conjugaux, n'osent pas parler. À qui pourraient-elles se confier ? À la police, totalement à la botte de Warren Jeffs ? À leurs parents ? Ils ont eux-mêmes validé le mariage. Au maire ? Il est membre de la FLDS. Elles n'ont aucun allié. Et de toute façon, elles ne connaissent rien d'autre. Mais un mariage va faire vaciller Warren. Celui d'une jeune fille de 16 ans, Ruth Stoib. Warren l'a donné à un certain Rodney Holm, un flic de Colorado City de 32 ans. Pour lui, c'est le 3e mariage. Rodney a fait un enfant à sa nouvelle femme, encore mineure. Mais Ruth a réussi à s'échapper de chez elle et de la communauté. Elle a porté plainte aux autorités judiciaires de l'Utah. Quel scandale! Un policier assermenté, polygame et agresseur de mineurs. Il a été condamné et passe 1 an en prison. L'Utah soupçonnait les mariages polygames, les mariages de mineurs, mais il n'avait jusque-là aucune preuve. S'ils ont pu condamner un flic pour polygamie, ils pourraient aisément s'en prendre directement à Warren. Après le procès de Rodney Holm, le prophète décide de se mettre au vert. Il crée des lieux de refuge dans tout le pays. Des lieux où il se cache pour échapper aux autorités. Mais il revient très souvent à Short Creek pour tenir les offices, célébrer des mariages et maintenir son autorité. En 2004, il décide ainsi d'exclure plusieurs dizaines de jeunes hommes de la communauté. Leur seul crime, être des hommes. La communauté de la FLDS compte presque autant d'hommes que de femmes. Or, cet équilibre perturbe les mariages pluraux, car un homme doit avoir au minimum 3 épouses. Et il y a bien trop d'hommes. Alors, sans hésitation, Warren les exclut. Ces garçons perdus, souvent jeunes, parfois mineurs, sont lâchés dans le monde extérieur dont ils ne connaissent rien. Coupés violemment de leur famille, sans diplôme et sans repère. Déçus, blessés, voire traumatisés, ces garçons élèvent la voix et attirent l'attention. Qui sont-ils ? Comment peut-on abandonner autant de jeunes garçons ? Qui a le pouvoir de prendre ce genre de décision ? Le gouvernement ne peut pas continuer de fermer les yeux sur la FLDS et sur son gourou, ce Warren Jeffs. Warren ne se contente pas de bannir les jeunes garçons. Il s'en prend aussi à tous les hommes qui n'appliquent pas ces règles. Il peut aisément séparer des familles, marier la femme de l'un à un adepte plus fidèle, exclure un père de famille, donner ses enfants à une autre famille, reprendre ses terres, sa maison, son entreprise. Le but est clair, annihiler toute forme de résistance et soumettre quiconque à une obéissance extrême. Lors du procès de Rodney Holm et Ruth Stoib, aucune charge ne pesait contre Warren Jeffs, même si, en toile de fond, les autorités ont clairement compris qui était le chef de cette secte. Les garçons perdus jouent un rôle crucial et permettent d'obtenir de nouveaux témoignages, notamment sur des agressions sexuelles au sein de la communauté. Conscient d'être de plus en plus surveillé, Warren multiplie les déplacements loin de la FLDS. Officiellement, il se cache de ceux qui lui veulent du mal. Officieusement, il profite de ses escapades pour visiter Disneyland, assister au carnaval de la Nouvelle-Orléans, se rendre en Floride et à Las Vegas. Il s'adonne à tous les vices, toujours accompagné de ses épouses favorites,
loin de s'inquiéter, il se considère comme un être supérieur, au-dessus de tout danger, car il est, en quelque sorte, l'élu de Dieu. Au début de l'année 2005, la rumeur de la cavale de Warren Jeffs enfle. L'État d'Arizona décide de déposer une plainte contre lui pour mariage de mineurs et inconduite sexuelle. Une enquête est ouverte. Les accusations sont graves et les autorités ont perdu la trace de Warren. Après l'Arizona, l'Utah ouvre une enquête. Les deux États accusent Jeffs de complicité de viol et de fuite illégale et offrent jusqu'à $10 000 pour toute information susceptible de conduire à son arrestation. Warren passe son temps à changer de lieu. Il a plusieurs pieds-à-terre, dans le Dakota du Sud, dans le Colorado et au Texas. Il se cache, aidé par des hommes de confiance qui jouent les éclaireurs pour lui trouver le lieu le plus sûr. Des hommes qui lui apportent des valises de billets pour financer sa cavale et qui lui rapportent tout ce qui se passe au sein de la communauté. Malgré la situation, Warren trouve toujours le temps de célébrer des mariages de mineurs. Warren Jeffs a disparu. Il ne se montre plus à Short Creek. Il s'est retiré du monde. À ses fidèles, il dit que son départ est nécessaire pour le salut de l'Église. De leur côté, les membres de la FLDS sont invités à expier leurs péchés et redoubler de ferveur. Même hors de la communauté, il les tient. Avant de partir, il a décidé de bannir 100 hommes, des hommes importants de l'Église. Et une nouvelle fois, il s'est attribué leurs femmes, leurs enfants et leurs maisons. Puis, de nouveau, il s'est volatilisé. Warren n'a pas peur de la justice des hommes. S'il fuit, c'est en partie parce qu'il craint les représailles des hommes qu'il a exclus. Il est persuadé qu'on en veut à sa vie. S'il veut vivre, il doit se cacher. Et des cachettes, il y en a dans tout le pays. L'argent non plus n'est pas un souci. Pour soutenir leur prophète, ses fidèles sont prêts à tout. Vider leurs comptes bancaires, s'endetter auprès des banques, vendre leurs biens. Rien n'est trop cher payé pour protéger l'homme qu'ils vénèrent. Et personne ne sait où il se cache. La police interroge les membres de la FLDS, mais tous gardent le silence. Pour retrouver Warren Jeffs, les enquêteurs n'ont presque rien, si ce n'est quelques témoignages épars d'anciens membres, notamment des garçons perdus. Privés de tous leurs droits, ces jeunes hommes intentent un procès contre la secte. Leur objectif, récupérer leurs terres. Sans surprise, Warren Jeffs ne se présente pas à l'audience, et la justice tranche en faveur des garçons perdus. L'Utah saisit alors les terres de la FLDS, estimées à $100 millions. Warren Jeffs n'est plus intouchable. Mis à part les fidèles de confiance, personne ne connaît l'existence des lieux de refuge de Warren. Pourtant, loin de Short Creek, il construit de véritables domaines, notamment un temple au Texas, dans la ville d'Eldorado. Zion, sa terre promise. En parallèle de la construction de Zion, Warren se balade en voiture dans tous les États déguisé en civil. Vulgaire t-shirt et shorts de touriste. Sa femme préférée, Naomi, est aussi du voyage. Elle a laissé ses robes longues pastel à Short Creek pour mieux se fondre dans la masse. Ensemble, ils visitent plus de 48 États, font du shopping dans de grands centres commerciaux et s'offrent même des séances d'UV. À l'extérieur, rien ne distingue le couple des autres Américains. De temps en temps, il se montre le temps d'une journée à Short Creek, marie quelques jeunes filles, épouse lui-même ses préférées. Certaines n'ont même pas 13 ans. Ces nouvelles épouses, ainsi que les anciennes,
doivent vivre cachés. Personne ne doit attirer l'attention, surtout quand Warren s'absente. Alors les 40 femmes et plus de 60 enfants du prophète vivent reclus, volets fermés. L'isolement est total. Dans la petite ville texane d'El Dorado, les habitants commencent à se poser des questions. Ils n'ont jamais entendu parler de Warren Jeffs ni de la FLDS. Alors, qui sont ces mystérieux acheteurs qui ont investi dans un ranch isolé ? Ils bâtissent sans relâche, jour et nuit, transformant en quelques mois un terrain quasi vierge en une forteresse. Des clôtures imposantes se dressent, des bâtiments surgissent, et au centre de ce chantier titanesque s'élève un immense temple mormon. Un temple qui, pour beaucoup, annonce le pire. L'ombre du siège de Waco en 93 plane encore dans les esprits. À l'époque, le groupe religieux mené par le gourou David Koresh avait défié les autorités fédérales, entraînant un siège de 51 jours qui s'était terminé dans le feu et la tragédie. Warren Jeffs, la FLDS, une autre secte, un autre leader charismatique et peut-être un nouveau drame à venir. Il circule sous de fausses identités, changeant d'apparence au gré de sa cavale. Régulièrement, l'un de ses frères lui apporte d'importantes sommes d'argent pour financer sa fuite. Warren Jeffs ne se refuse rien. Voiture de luxe, hôtel 5 étoiles, résidence ultra sécurisée disséminée dans ses refuges secrets. Depuis l'ombre, il surveille l'avancée des travaux à El Dorado, son Éden personnel, Zion. Une fois le temple achevé, il y rassemblera les fidèles les plus dévoués et fondera enfin son monde parfait. La police est à court de pistes. Une option envisagée, la Colombie-Britannique, au nord-est du Canada, où une branche de la FLDS est implantée. Cependant, si Warren est toujours sur le sol américain, la vigilance doit être maximale, et chaque mouvement devra être scruté de près. Warren est sur tous les fronts. La cavale, le temple de Zion, les mariages. Il trouve toujours des jeunes filles à marier. La branche canadienne de la FLDS lui en fournit quelques-unes. Elles sont envoyées dans des caravanes et dans la plus haute discrétion vers l'Utah. Warren profite aussi de son voyage pour damner la terre des païens. Par exemple, il maudit la Nouvelle-Orléans, terre de vice, dont il ne s'est pas privé de profiter. Et peu de temps après son passage, en août 2005, l'ouragan Katrina ravage la ville. Pendant que les habitants pleurent les désastres et les pertes, Warren Jeffs exulte, convaincu d'être le maître du monde. Ce qui est sûr, c'est que Warren Jeffs maîtrise parfaitement la dissimulation. Il a beau être l'un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, il passe entre les mailles du filet. Warren Jeffs est en mouvement permanent. Il ne sort de sa voiture que dans des endroits parfaitement sécurisés. Aucun arrêt pour aller aux toilettes n'est permis. Lorsqu'il doit descendre, c'est toujours déguisé avec des perruques et une fausse identité. Warren mandate des hommes fidèles pour faire diversion. Les envoie se faire passer pour lui dans divers endroits du pays. Il mène les flics en bateau. Il reste sur ses gardes, mais ne se laisse nullement perturber par sa probable arrestation. Le soir, en compagnie de quelques-unes de ses épouses, il se retire dans ses refuges ou dans des chambres d'hôtel et passe la nuit à regarder des films pornographiques à la télévision. Fin octobre 2005, le frère de Warren Jeffs, Seth, est arrêté dans le Colorado. Il a sur lui plus de 40 000 $ en liquide, une somme qu'il devait apporter à Warren. De l'argent prélevé directement dans les poches des adeptes, sous prétexte de financer les travaux des lieux de refuge. Mais Seth ne révèle rien quant à l'endroit où pourrait se trouver Warren Jeffs. Les enquêteurs comprennent seulement que le gourou qu'ils cherchent
a des moyens quasi illimités. Il recevrait plusieurs centaines de milliers de dollars par semaine. Les travaux de Zion touchent à leur fin. Dans ce paradis qu'il s'est façonné, Warren rassemble ses adeptes les plus dévoués, comme un messie qui appellerait ses élus au paradis. Depuis Short Creek, il organise le transfert de familles entières, ou parfois seulement les filles, ou même un seul enfant d'une fratrie. Seuls ceux qu'il juge irréprochables méritent l'honneur d'être conduits à Zion. À Zion, les murs sont si hauts qu'ils rendent presque impossible toute observation depuis l'extérieur. Derrière ces barrières, un monde à huis clos se construit, à l'abri des regards. Mais le shérif de la ville d'El Dorado garde un œil attentif sur ses nouveaux habitants. Jumelle en main, il scrute tous les jours chaque nouvelle construction qui surgit du sol. Et chaque fois qu'il prend position pour observer, son téléphone sonne. Au bout du fil, le chef de la sécurité de Zion, comme s'il était lui-même surveillé par la FLDS. À 6 km du domaine, dans le centre-ville d'El Dorado, l'inquiétude monte. Personne ne sait réellement qui sont ces nouveaux arrivants. Les informations circulent au compte-gouttes, nourrissant rumeurs et spéculations. Une seule certitude, ils appartiennent à une secte mormone dissidente, adepte de la polygamie et obsédée par le secret. Derrière les hauts murs, Zion s'élève. Une ville dans la ville, totalement autonome. Les membres arrivent de Short Creek en continu. Chacun a une tâche attribuée. Les femmes nourrissent, elles cultivent la terre, s'occupent des bêtes, fabriquent du fromage. Les hommes construisent les maisons, les meubles, les entrepôts. Certains sont chargés de patrouiller 24 heures sur 24 dans le domaine, pour assurer la sécurité totale des lieux. Personne ne doit rentrer sans autorisation. Personne ne doit sortir. À Zion, le quotidien semble assez similaire à celui de Short Creek. Du travail, des prières, des mariages et beaucoup de naissances. Souvent dans des conditions assez précaires puisqu'aucun médecin n'est autorisé sur les lieux. Restez discret. Le peu de sorties en dehors de Zion consiste à aller chercher de l'essence à la station-service. Mais là encore, interdiction de parler ou de regarder qui que ce soit. Ce silence absolu attise la curiosité des médias. Peu à peu, les articles sur la FLDS se multiplient. Les rumeurs enflent, alimentées par le manque criant d'informations sur cette secte. À El Dorado, on murmure que des événements troublants se dérouleraient dans le temple en construction. Mais comment vérifier sans pouvoir visiter les lieux ? Sans preuve, impossible d'obtenir un mandat de perquisition. Quant au chef, Warren Jeffs, c'est un mystère, une sorte d'aura, de fantôme, invisible et introuvable. Et puis, au printemps 2006, le témoignage tant attendu arrive enfin. Une jeune fille, Elissa Ward, s'échappe de la secte et brise le silence. 3 ans plus tôt, Elissa Ward a été mariée de force à son cousin. Elle n'avait que 14 ans. La jeune fille a vécu un enfer conjugal, sous le regard approbateur de Warren Jeffs. Elle a signalé plusieurs fois au gourou que son mari la violentait, qu'elle ne voulait pas de lui, qu'elle le craignait. Warren a fait la sourde oreille. Pire, il a incriminé Elissa, pas assez soumise à son goût. Alors, Elissa a fui, abandonnant derrière elle toute sa famille, bien décidée à faire tomber le bourreau. Les faits sont graves. Mariage de mineurs, agression sexuelle et viol. Elissa détient des preuves pour étayer chacune de ces accusations. Grâce à son courage, les États-Unis ont enfin des éléments concrets pour durcir le ton. En mai 2006, Warren Jeffs est en cavale depuis 2 ans. Le FBI entre en jeu. Le gourou rejoint, en même temps que Ben Laden, la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI. Warren Jeffs est désormais l'un des fugitifs les plus traqués du pays. Ignorant son statut de criminel, Warren Jeffs ouvre officiellement son temple de Zion en juillet 2006. Un gigantesque bloc de béton blanc pour accueillir les offices et pour permettre au chef d'agresser sexuellement des jeunes filles, sur un immense lit blanc installé au milieu d'une pièce tout aussi immaculée,
Ses actions lui sont dictées directement par Dieu. Pourquoi les remettre en question ? Le 27 juillet 2006, alors qu'il est recherché intensivement depuis 2 mois, Warren Jeffs décide d'ajouter une épouse à son palmarès. Il choisit Marianne, une petite fille de 12 ans. Après avoir consommé son mariage avec la petite Marianne, Warren quitte de nouveau la communauté. Elle est traquée. Il ne peut pas rester statique, encore moins dans son ranch de Zion. Direction Las Vegas. Warren Jeffs figure parmi les fugitifs les plus recherchés des États-Unis. Considéré comme dangereux, potentiellement armé et hautement imprévisible, il possède une capacité de manipulation redoutable et des ressources financières quasi illimitées. Sa traque, même pour le FBI, est un véritable défi. Les enquêteurs sont face à un mur. Enquêter sur une secte est déjà une tâche complexe. Avec la FLDS, c'est un véritable cauchemar. La culture du secret est ancrée dans chacun de ses membres. La loyauté envers leur prophète est absolue. Face aux agents du FBI, personne ne parle. Pas par peur, non, par conviction. Warren Jeffs est leur guide. Rien ni personne ne peut les convaincre de trahir cet homme. Les descentes dans les foyers de la communauté se multiplient. Les agents frappent aux portes, posent sans cesse les mêmes questions. Où est-il ? À chaque fois, le même silence. Les regards froids, pleins de mépris. Warren les a bien formés. Il les a façonnés dans la peur de l'autre. Plus la police insiste, plus ses prêches prennent une allure prophétique. Le monde extérieur veut anéantir la communauté. Les fédéraux n'ont qu'un objectif, plonger la FLDS dans le chaos. Il l'avait prédit. Voilà pourquoi ils s'acharnent sur leur chef. Voilà pourquoi il ne faut jamais leur faire confiance. En fait, personne ne sait vraiment où se cache Warren. Il surgit de temps en temps, parfois pour quelques heures seulement, le temps de célébrer un mariage ou de diffuser sa parole. Son absence nourrit le mythe. L'État ne mettra jamais la main sur lui. Warren n'est pas un fugitif. Il est un être supérieur. Il est inarrêtable. Cet homme est dangereux. Il marie des jeunes filles, sans leur consentement, pousse des mineurs à faire des enfants. C'est un agresseur sexuel, un dictateur, un prophète surpuissant qui se croit au-dessus des lois. Il faut bien le reconnaître. Warren Jeffs n'est pas un homme à sous-estimer. Il cavale en toute impunité depuis 2 ans, et la police n'a jamais mis la main dessus. Il faut l'arrêter avant qu'il perde les pédales. Il pourrait entraîner ses disciples, environ 10 000 personnes, dans une spirale fatale, juste pour échapper aux autorités. Comme David Koresh avant lui, comme Jim Jones, comme tous ces gourous malades. Warren se promène à Las Vegas, accompagné de son frère Isaac et de sa femme Naomi. Le trio s'adonne au plaisir des casinos et de la vie nocturne. Ils savent qu'ils devront bientôt retourner dans l'Utah, rendre visite à la communauté de Short Creek. Pour parcourir ces nombreux kilomètres, ils possèdent une voiture loin de passer inaperçue, une somptueuse Cadillac rouge. C'est dire à quel point ils se sentent invincibles. Eddie Dutchover, agent de patrouille du Nevada, termine sa journée. Le soleil vient de tomber. Dehors, en plein mois d'août, il fait encore lourd. Formé et à analyser les véhicules suspects circulant sur l'autoroute, Eddie remarque une Cadillac rouge. Sublime voiture, on ne voit qu'elle. À l'arrière, un détail fait tiquer l'agent. Le certificat d'immatriculation, édité dans le Colorado et collé à l'arrière du véhicule, est illisible. C'est une faute. Sirène hurlante, Eddie demande à la Cadillac de se ranger.
Dans la voiture, le silence est pesant. Isaac se gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Que pourrait-il faire d'autre? Accélérer? C'est trop risqué. Sur le siège passager, Warren blêmit. Il sort une salade de son sac et se met à la manger nerveusement, pourvu que l'agent ne fouille pas le coffre. Contrôle de routine en réalité. Eddie fait ça tous les jours. Il doit juste vérifier que tout est en règle. Un certificat mal collé, ce n'est pas si grave. Papier du véhicule. Le conducteur les lui donne, légèrement fébrile. Dans l'habitacle, il y a une jeune femme à l'avant et un monsieur d'une 50aine d'années à l'arrière. Tous paraissent très bizarres, faussement détendus. Le groupe affirme avoir passé la nuit à Vegas, mais aucun ne s'accorde sur leur destination. Le conducteur parle de l'Utah et le passager arrière du Colorado. Cet homme est décidément très mal à l'aise. La veine de son cou, extrêmement tendue, le trahit. Warren tend ses papiers d'identité. Des faux. Un reçu de lentilles de contact au nom de John Findlay. Il n'a que ça sur lui. Il baisse la tête, les yeux plongés dans sa salade. Warren ne doit surtout pas croiser le regard de l'agent. Il le reconnaîtrait tout de suite. Sa photo circule dans tous les commissariats. Cet homme a un air familier. Eddie comprend vite. L'homme à l'arrière de la Cadillac est Warren Jeffs. Un fugitif recherché depuis 4 mois par le FBI. Sa tête est mise à prix. 100 000 $ à quiconque permettrait de le retrouver. Eddie a besoin de renfort. C'est un gros poisson qu'il vient de pêcher. Il prévient immédiatement les fédéraux du FBI. Deux agents encerclent la voiture. Les gars du FBI. Il est cuit. Pendant qu'un agent pose des questions aux 3 voyageurs, un autre inspecte le véhicule. Il n'y a aucune arme dans la voiture. Mais dans le coffre, chargé de bagages, il tombe sur l'attirail idéal du fugitif en cavale. Des téléphones portables, des liasses de billets, des perruques, des systèmes radio, ainsi qu'une Bible, une copie du livre des Mormons, des documents manuscrits et des dizaines d'enveloppes adressées au président Jeffs. C'est trop tard. Warren n'a aucune échappatoire. Devant les questions pressantes du FBI, il avoue sa véritable identité. Il est Warren Jeffs, le prophète de la FLDS, l'un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis. L'arrestation de Warren Jeffs provoque un véritable choc au sein de la communauté. Soudain, une vague de peur s'empare de tous. Les membres de la FLDS sont envahis par un flot de questionnements. Que deviendront-ils sans leur prophète pour les guider? Quels mensonges les païens vont-ils inventer pour dénigrer cet être divin? Comment est-il possible que Warren ait été arrêté? Cela n'aurait jamais dû arriver. Il avait toujours clamé être au-dessus de la loi des hommes. Alors est-il vraiment l'envoyé intouchable qu'il prétend être? Qui est vraiment Warren Jeffs? Accusé dans l'Utah et l'Arizona, Warren risque au moins 5 ans de prison pour complicité de viol et pour avoir organisé des mariages de mineurs. Toute l'accusation se base sur le témoignage précieux d'Elissa Ward, mariée contre son gré à son cousin quand elle avait 14 ans. Étant donné qu'il a été arrêté dans le Nevada, il doit être extradé. Comme les charges retenues contre lui dans l'Utah sont plus graves que celles de l'Arizona, Warren est transféré dans la prison d'État, au sud-ouest de Salt Lake City, dans l'attente de son procès. Le procès s'ouvre quelques mois plus tard sous haute surveillance. Warren ne sait pas qui l'a balancé, qui a eu l'audace de l'accuser. Vraisemblablement, c'est une jeune femme. Son identité est préservée pour éviter que la secte ne l'empêche de parler. Mais à l'instant où la plaignante rentre dans la salle d'audience, Warren la reconnaît tout de suite. Elissa Ward. Une plaie, cette fille. Face à elle, le prophète, accompagné de ses avocats, a décidé de plaider la persécution religieuse. Une défense fragile face à une accusation en béton.
À l'issue de l'audience, sans surprise, Warren Jeffs est reconnu coupable de complicité de viol sur mineur et condamné à 10 ans de prison. L'accusation de mariage de mineur, en revanche, n'a pas été retenue. Trop difficile à prouver puisque ces mariages n'apparaissent légalement nulle part. Derrière les barreaux, Warren Jeffs règne encore. De loin, il orchestre les mariages de mineurs, dicte ses ordres, punit les indésirables. À Zion, les fidèles prient de plus belle pour sauver leur prophète. Les rites se perpétuent. La vie suit son cours, comme si de rien n'était. Warren Jeffs n'a rien perdu de son pouvoir. Le 3 avril 2008, au Texas, le téléphone sonne dans un centre d'appel pour victimes de viols conjugaux. À l'autre bout du fil, une certaine Sarah. Elle a 15 ans. Son mari abuse d'elle et elle est enceinte. Un appel à l'aide qui est pris très au sérieux. Immédiatement, une brigade est envoyée dans le ranch de Zion pour libérer Sarah. Les forces de l'ordre fouillent l'intégralité du domaine pendant plusieurs jours, mais la jeune fille est introuvable. Il s'avère que Sarah n'existe pas. L'appel a été passé du Colorado par une femme n'ayant aucun lien avec la FLDS. Elle avoue avoir voulu faire une blague. Qu'importe. Les flics ont réussi à pénétrer dans l'enceinte infranchissable. Face à eux, des centaines d'enfants, des femmes et beaucoup de jeunes filles enceintes. Les autorités du Texas décident de les embarquer. Le temps de mettre la situation au clair. Manu Militari, plus de 450 enfants sont évacués par bus, arrachés des bras de leur mère et conduits dans un centre d'accueil à El Dorado. Douloureux rappel du raid de 1953. Une fois encore, les gens du monde tentent d'anéantir la FLDS. Qui est assez cruel pour séparer les mères de leur progéniture ? Warren avait raison. La fin du monde est proche. Le raid de la police texane vire au désastre. Les médias s'enflamment, les images tournent en boucle. Les mères de la FLDS, en pleurs, implorent qu'on leur rende leur bébé. L'opinion publique s'indigne, la pression est insoutenable. L'État capitule, les enfants retournent à Zion. Mais les autorités ne sortent pas bredouilles de cette opération. Profitant que les enfants soient éloignés du ranch, ils fouillent les moindres recoins, dont l'imposant temple de Zion. Derrière l'immense porte, des dizaines de salles d'un blanc aveuglant. Dans l'une d'entre elles, les enquêteurs tombent sur les archives personnelles de Warren. Plusieurs dizaines d'actes de mariage de mineurs, des photos de très jeunes mères, des photos de Warren embrassant des jeunes filles, des enregistrements audio d'agressions sexuelles. Tout est là. Plus de 700 pièces à conviction incriminant directement Warren Jeffs. Et pire, dans une autre salle, les policiers se retrouvent face à un grand lit blanc. D'après les documents, c'est sur ce grand lit que Warren Jeffs pratiquait ses sessions célestes, qu'il éduquait les jeunes filles à la sexualité dans une sorte de rite initiatique. Tous les fidèles de Zion ont tenté de bloquer le chemin. La police n'avait pas le droit de rentrer dans le temple, leur lieu sacré. Mais ils ont réussi. Et les membres de la communauté craignent maintenant la colère de Warren. Warren Jeffs est de nouveau renvoyé devant les tribunaux du Texas. Il a d'ailleurs décidé de se représenter tout seul. Au moment de sa plaidoirie, il ne dit rien. Il laisse planer un silence lourd pendant 30 minutes. Aucune victime mineure n'a voulu témoigner contre lui, mais les preuves récupérées suffisent à le faire condamner à la prison à perpétuité. Warren est reconnu coupable d'agressions sexuelles sur mineurs, notamment sur sa jeune épouse, Marianne, 12 ans à l'époque des faits. Enfermé dans sa cellule, malgré 2 procès, Warren Jeffs n'a toujours pas perdu le soutien de ses fidèles. À chaque parloir, ils sont nombreux à s'entasser dans le petit box pour avoir la chance de le voir et de l'entendre. Il continue de les guider de loin. La communauté prospère, même si elle a perdu de sa superbe. Warren Jeffs ne sortira sans doute jamais de prison.
Il est accusé d'avoir eu plus de 70 femmes, dont un tiers étaient mineurs. Au total, il aurait célébré 67 mariages de mineurs et séparé plus de 300 familles. Malgré les vies brisées, les familles détruites, les trahisons et les millions détournés, face à ses fidèles, il se pose en victime de l'État, voire en martyr. Quelle que soit l'épreuve, son emprise sur ses disciples demeure intacte. Depuis sa prison, il a prédit une nouvelle fois la fin du monde, le 23 décembre 2012. Elle ne s'est, une nouvelle fois, pas réalisée.